Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Michael Sinatra. Je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques de l'Université de Montréal. Et c'est mon grand plaisir de vous accueillir ce matin pour notre deuxième conférence midi avec l'École de biothéconomie et sciences de l'information de l'Université de Montréal, avec qui nous faisons cette série cette année. Pour rappel, notre conférence va être enregistrée. Nos deux conférenciers vont faire la présentation dos à dos et nous garderons la période de questions pour après, qui, elle, ne sera pas enregistrée. Nous vous encourageons à éteindre vos micros et vous pouvez garder la caméra allumée ou pas, comme vous voulez en attendant. Et donc, sans plus tarder, j'invite ma collègue Marie Martel, qui a organisé la série avec moi, à présenter nos deux conférenciers. Oui, alors bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous, pardon. Je suis Marie-Dé Martel, professeure à l'EPSI. Ça me fait plaisir aujourd'hui de présenter les conférenciers et conférencières de cette activité qui, comme la précédente, en fait, s'inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise de l'informatique libre, à laquelle le CRIN et l'EPSI se sont associés. Alors, d'abord, Daniel Godon a mené une carrière active dans le domaine des bibliothèques, au cours de laquelle il s'est intéressé aux technologies, plus particulièrement dans le milieu académique. Et plus récemment, Monsieur Godon s'est joint à l'équipe de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa en tant que bibliothécaire associé, érudition ouverte et initiative numérique. Ces intérêts touchent également le libre accès, la communication savante, le droit d'auteur et les espaces de bibliothèque. Donc, merci, Monsieur Godon, d'être là. C'est à vous. On va vous entendre maintenant sur le thème de l'érudition numérique. Ça va? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est parfait. Donc, j'y vais. Donc, merci beaucoup, Marie. C'est un honneur pour moi de participer à ces conférences. J'ai fièrement indiqué sur ma première acétate que je suis un diplômé de l'EPSI de 2003, la maîtrise en sciences de formation. Donc, et voilà. Donc, ça me fait un plaisir. Et c'est un grand honneur, mais c'est aussi avec grande modestie là, que je viens vous faire cette présentation-là, parce que pour avoir regardé les activités du centre, ben, je crois que dans l'auditoire, il y a plusieurs gens qui sont des spécialistes de ce que j'appelle l'érudition numérique. Donc, c'est avec grande modestie là, que je viens vous présenter un peu les travaux qu'on est en train de démarrer à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je commence avec une citation en anglais, mais parce qu'elle était très appropriée. Le terme Digital Scholarship, donc, comme le dit Cliff Lynch, qui est exécutif directeur de la Coalition for Network Information, is an incredibly awkward term that people have come up with to describe a complex group of development. The phrase is really, at some basic level, nonsensical. After all, scholarship is scholarship, doing science is science. Donc, évidemment, l'érudition numérique, c'est une traduction qu'on a fait à l'Université d'Ottawa de Digital Scholarship, qui est une traduction, je dirais, la plus juste qu'on on était capable de trouver, mais qui peut laisser sous-entendre différentes choses. Donc, dans notre perspective à nous, c'est vraiment l'idée de parler d'activités savantes et académiques dans son sens large. Donc, on appelle ça l'érudition, mais c'est aussi le savoir. Donc, érudition numérique, il y a plusieurs définitions possibles, mais la perspective que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est vraiment celle des bibliothèques universitaires, celle que nous utilisons à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, dans ce sens, on fait référence là, à toute forme de nouvelles méthodes de recherche et d'activités académiques, là, principalement marquées par l'utilisation de la technologie dans son ensemble. Donc, on parle des sources de données, des outils, des résultats, etc., de l'ensemble du cycle de la recherche. Dans le monde de l'érudition numérique, les Digital Scholarship est très, très relié à au concept des humanités numériques, là. Mais dans notre perspective à nous, des bibliothèques, étant donné qu'on est au service et partenaire de toutes les disciplines académiques, on utilise le terme érudition numérique dans son sens le plus large et relié à toutes les disciplines académiques. C'est un terme qui est pour nous très interdisciplinaire, collaboratif, critique et démocratique. Hein. Comme je vous parlais, les bibliothèques, nous, on est vraiment des apports de l'accès. Donc, notre objectif, c'est de rendre accessible
le contenu et les outils à tous, le plus possible. Et ici, on parle de concept là, de créativité et d'inventivité. Donc, le rôle d'une bibliothèque de recherche s'inscrit, comme on peut le voir dans la littérature, là, beaucoup dans le concept de quatrième révolution numérique. Donc, on parle dans cette révolution-là de convergence numérique avec le monde réel, une omniprésence d'intelligence artificielle, Internet des objets, etc. C'est un concept on pourrait faire une présentation seulement sur ça, là, mais ça s'inscrit bien dans ce paradigme-là, si je pourrais dire. Ça a beaucoup d'impact sur les activités savantes et académiques. Et les services qui sont académiques doivent s'adapter, entre autres, celles des bibliothèques. Ce qui n'est pas inquiétant parce que, traditionnellement, le rôle des bibliothèques a été très dynamique. Je pense que les bibliothèques ont une excellente capacité historique à s'adapter, possèdent une excellente habilité d'appropriation des technologies, d'exploration et d'adaptation. Et malgré tout, puis ça, c'est mon éditorial, mais je continue de penser qu'on est des spécialistes de contenu et d'accès, peu importe le paradigme technologique dans lequel on se situe. Donc, j'aimais bien cette image-là qui représente un peu l'idée de la quatrième révolution industrielle. Donc, je la présente ici, là, je la trouve intéressante. Un petit mot sur le contexte à l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa vient de passer à travers un processus de réorganisation à la bibliothèque. On a été organisé de façon plus traditionnelle, basée plus sur les équipes et les lieux géographiques. Puis, on a décidé de se réorganiser pour, en fait, se donner la capacité d'atteindre de nouveaux objectifs stratégiques puis de s'adapter à cette transformation-là numérique dont on a l'ambition. Donc, à travers ce processus-là, plusieurs divisions ont été créées, entre autres celle de l'érudition ouverte et de l'initiative numérique. Ce qui m'a amené, moi, à me joindre à l'équipe en tant que bibliothécaire associé, un peu comme le leader de cette division-là. Donc, on parle ici là, de technologie de l'information. On a toute une équipe de programmeurs, d'analystes, de techniciens informatiques. Tout l'aspect des technologies reliées dans cette division-là, le droit d'auteur, la communication savante et le libre accès, et finalement, l'érudition numérique, comme on l'a défini plus tôt. Le mandat est vraiment d'explorer. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un mandat comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forte composante d'exploration et d'expérimentation dans notre mandat. Donc, moi, ça me stimulait beaucoup là, de me joindre à cette équipe-là pour faire partie de ça. Puis là, on parle aussi de transformer les activités de la bibliothèque, puis tout ça relié au numérique, évidemment, et d'accompagner la communauté, de supporter et de guider. Donc, l'idée ici, pour moi, mon mandat, c'est vraiment de donner la direction, de faire des liens puis de créer de la cohérence. Parce qu'à la bibliothèque, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on a déjà plusieurs activités d'érudition numérique. Donc, ici, je vous mets rapidement là, notre mission, notre nouvelle mission là, qui fait partie du plan stratégique. Là, je vous ai mis la référence tout bas, plus bas ici. Donc, la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa fait avancer la recherche de pointe et appuie l'apprentissage transformationnel en offrant de l'expertise, des services, des collections et de la technologie à la communauté de l'université dans un milieu favorable. Et un de nos objectifs stratégiques, on en a 17, c'est le numéro 15. Puis vous pouvez le voir là sur notre site web. C'est vraiment accroître notre savoir et notre influence collective à l'appui d'initiatives numériques. Moi, j'aime beaucoup l'énoncé de l'objectif stratégique. La bibliothèque travaille en étroite collaboration avec les partenaires du campus afin de fournir des solutions agiles pour la recherche et l'apprentissage transformationnel à l'ère numérique. Notre leadership dans le domaine numérique se distingue par notre expertise dans l'organisation et la préservation de nos données numériques, facilitant l'utilisation de nos collections. Donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel on se situe. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, nous, on doit créer un peu un parapluie. Comme je vous disais, on a déjà des expertises à la bibliothèque. On a des expertises diverses. Et on va essayer de créer, comme je vous dis, un genre de parapluie sous lequel on va offrir un ensemble de services et de partenariats à la communauté, tout ça relié à l'érudition numérique. Donc, c'est vraiment un concept. C'est un mandat qu'on est en train de définir. Et puis, c'est vraiment une approche aussi de développement graduel. Donc, on y va avec les opportunités. Présentement, on a plein d'opportunités qui apparaissent, puis on les saisit au bon. On essaie d'être agile. On a aussi l'approche de projet pilote. On essaie, comme je vous disais, de faire des liens entre nos expertises qui existent déjà. Donc, les rassembler ensemble.
Puis ça va nous servir aussi pour, justement, on parlait de leadership sur le campus en termes d'érudition numérique. Ça va nous permettre de le définir puis de clarifier ce rôle de leader-là sur le campus. Ça va créer aussi de la cohérence pour nos experts à la bibliothèque qui eux, travaillent présentement à offrir un service. Donc, pour eux, ils vont pouvoir travailler sous ce parapluie-là, comme je l'appelle. Et puis, on vise aussi à créer une équipe d'experts en soutien à différents types d'activités. Puis, éventuellement, l'objectif, c'est aussi d'ajouter de nouveaux services et de nouvelles expertises. Donc, je vous liste ici une série d'expertises en érudition numérique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas exhaustif. C'est une liste que moi, je trouvais intéressante, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres qu'on peut mentionner, mais c'est très, très, très large. Et comme je vous dis, on n'est pas les premiers à faire cet exercice-là dans le domaine académique, dans le domaine des bibliothèques universitaires. Donc, on le voit dans plusieurs grandes universités de recherche. Donc là, ça part des données de recherche, l'analyse statistique, les données géospatiales, la réalité virtuelle, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la bibliométrie, le libre accès, la publication numérique, l'archivage, la préservation, la numérisation, l'encodage de texte, le minage de données, la visualisation de données. On a parlé du droit d'auteur plus tôt, les ressources éducatives libres. Donc, ma collègue va vous entretenir par la suite. Et on parle aussi de programmation, de logiciels libres. Donc, c'est très approprié avec la semaine là, dans laquelle on se situe présentement, dans lequel se situe cette conférence. Donc, je vais quelques exemples. On a d'expertise qu'on offre déjà à l'Université d'Ottawa. Ça, c'est un laboratoire d'exploration. Vous voyez ici un de mes collègues qui utilise la réalité virtuelle en collaboration avec notre écran de visualisation dans un laboratoire d'exploration. En anglais, on l'a appelé le Tinkering Lab. Donc, rapidement, là, je vous montre quelques images. Ici, c'est un laboratoire d'apprentissage actif aussi qu'on offre. Donc, c'est un laboratoire ici là, qui a beaucoup de flexibilité. On peut bouger le matériel, il y a des tableaux et des écrans. C'est tout équipé avec la technologie moderne. Ici, je vous mets un exemple de laboratoire de recherche et d'apprentissage en finance. Donc, c'est vraiment relié aux activités là, de l'école de gestion Telfer à l'Université d'Ottawa. Quand on parle d'érudition numérique, évidemment, on parle de technologie et d'espace aussi. Donc, l'idée qu'on a, c'est de créer un centre de l'érudition numérique. En anglais, on appelle ça un Digital Scholarship Center, avec des services satellites. On a plusieurs points de service, plusieurs bibliothèques, donc on n'exclut pas d'avoir une offre d'érudition numérique dans tous nos endroits satellites, mais on veut créer aussi un centre où est-ce que le principal de nos activités va se dérouler. On parle ici de Makerspace et de Sandbox, que j'ai traduit moi-même par espace de création de carrés de sable. Donc, qui sont des espaces d'expérimentation de différents types de technologies. C'est difficile à définir parce que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de limite à ces espaces-là. Les seules limites qu'on a, c'est notre imagination et nos moyens, en fait. Donc, il y a plusieurs bibliothèques qui offrent déjà ce type d'espace-là. Nous, il y en a un qui existe à notre faculté de génie, mais nous, on veut en offrir un qui est disponible pour l'ensemble de la communauté. On parle d'avoir des laboratoires logiciels spécialisés, donc on a déjà ça. On veut aller encore plus loin à ce niveau-là. Des imprimantes 3D, une connectivité. Donc, quand je parle de connectivité, c'est vraiment d'avoir une bande passante vraiment élevée pour permettre l'utilisation simultanée de plusieurs technologies. Des studios spécialisés, je vais vous montrer quelques images par la suite. Et des espaces libres, diversifiés, de mobilier varié, donc où les gens peuvent venir faire de l'expérimentation diverse. On parle aussi de ça, de travail en équipe avec de la technologie. Donc, encore une fois, beaucoup de bibliothèques universitaires offrent déjà ce type de service-là. Nous, on veut encore aller plus loin avec ça. Donc, je vous montre d'autres exemples. Voici un studio d'enregistrement audio qu'on offre présentement dans nos lieux. Ici, on parle de jeux vidéo. Donc, on a des consoles de jeux. On organise des événements reliés à ça. Et il y a même des chercheurs qui l'utilisent dans le cadre de leur expérimentation. Donc, tout à l'heure, on parlait de réalité virtuelle. Donc, on offre aussi ça présentement. L'érudition numérique, c'est aussi une façon pour nous de développer des partenariats pour l'enseignement, pour la recherche et pour la création. Donc, on veut faire de la bibliothèque vraiment un partenaire pour l'atteinte fondamentale, de la mission fondamentale de l'université. On est déjà, mais on va aller encore un peu plus loin à ce niveau-là.
Donc, on parle ici, bon, d'offrir des formations documentaires, ce qui est assez traditionnel pour les bibliothèques, de formation de compétences informationnelles, des ateliers spécialisés, des événements. On fait déjà, l'an dernier, on a tenu un événement dans notre laboratoire d'exploration sur la gestion des données de recherche. Donc, ça serait juste un exemple. On pourrait aussi imaginer d'offrir des cours crédités, des cours évalués, ou du moins s'intégrer à la formation dans les classes. On pourrait aussi faire des contributions, je disais, en nature, donc en expertise et en temps. Pour les groupes de recherche qui font des demandes de subventions, nous, la bibliothèque, on pourrait se commettre à contribuer de façon formelle dans ces groupes de recherche-là, les projets de recherche. Donc, quand on parle aussi d'être un partenariat pour l'ensemble de la scolarité, pour l'obtention de subventions, c'est ce que je mentionne. Il y a aussi l'idée des chercheurs en résidence qui est intéressant. Donc, des chercheurs qui sont des spécialistes, probablement comme certains d'entre nous dans l'auditoire présentement, là, qui sont des spécialistes en érudition numérique qui pourraient devenir comme des chercheurs dans notre centre d'érudition numérique. Et aussi, on pourrait mettre en place là, un processus d'évaluation annuelle de demande de partenariat par des groupes de recherche. Donc, ça serait un processus annuel où on recevrait des demandes par les groupes de recherche sur le campus pour avoir des partenariats formels. Donc, on évaluerait et puis en fonction de nos capacités, évidemment, comme on en aurait un certain nombre à chaque année. L'érudition numérique, moi, je vois ça aussi comme un outil marketing pour la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, en fait. Comme on parle ici de l'importance du positionnement et de la spécificité de l'expertise de la bibliothèque sur le campus. Donc, quand je parle avec mes collègues, moi, qui travaillent aux technologies d'information, ceux qui font de la technologie et de la pédagogie, souvent, c'est pas toujours clair pour eux quelle est l'expertise de la bibliothèque en érudition numérique. Donc, le développement d'un programme d'érudition numérique pourrait clairement identifier quel est le rôle et l'expertise de la bibliothèque pour les partenaires sur le campus. Puis là, ben, on parle aussi des facultés, des groupes de recherche. Ça peut aussi devenir un outil de discussion et de négociation, c'est-à-dire que quand on a des projets sur le campus, ben, on peut utiliser ce parapluie-là dont je parlais au début. Ça peut aussi nous servir, nous, pour d'argumentation, justification de l'investissement qu'on met aussi là-dedans, parce que offrir un programme comme ça, c'est pas sans coût, évidemment, puis ça demande une équipe, puis ça demande beaucoup de matériel. Et évidemment, ça nous permet d'atteindre notre objectif stratégique que je vous ai présenté au début. Pour terminer, un petit contexte sur la pandémie. C'est difficile aujourd'hui de parler de quoi que ce soit sans faire un petit aspect, un petit aparté sur la pandémie, mais il y a beaucoup d'auteurs présentement qui se penchent sur l'effet de la pandémie, justement sur les activités des universités et l'érudition numérique, entre autres. Donc, évidemment, ça a un double effet. Hein. Il y a un effet de pause sur certains aspects du développement, puis il y a un effet d'accélération au niveau d'autres aspects. Donc, la pandémie a créé un effet de reset dans les organisations qui peut être étendu à l'érudition numérique, à toutes nos activités, en fait. Donc, il y a eu une forte augmentation des outils numériques pour les activités d'érudition académique et de recherche. Donc, quelques changements ici qui pourraient comme devenir d'une certaine forme permanente. Au niveau de l'enseignement, certaines méthodes qui sont beaucoup plus axées sur la technologie. Au niveau de la recherche, les laboratoires davantage infonuagiques, la communication savante qui devient davantage informelle et plus créative. Et puis, ben, comme on l'a vu là, sur la recherche sur le virus, là, le contenu est plus ouvert et plus libre, ce qui a permis, en fait, le développement de la recherche, puis est venu donner de l'eau au moulin pour les promoteurs là, du libre accès. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Quelques autres références. Ici, je rendrai ma présentation disponible, mais quelques autres références sur les centres d'érudition numérique. Voilà, j'arrête le partage. Merci bien, Daniel. On va passer directement à la deuxième présentation. Donc, Marie, si tu veux présenter. Okay. Oui, alors, Mélanie Brunet, elle est bibliothécaire des droits d'auteur à l'Université d'Ottawa depuis 2016. Elle est responsable de la sensibilisation et de la formation aux droits d'auteur.
Et elle s'intéresse aux ressources éducatives libres, plus particulièrement en contexte francophone. Et puis, elle co-dirige les initiatives REL de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Elle est membre du groupe de travail sur l'éducation ouverte de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Et puis, elle complète en ce moment le programme de leadership en éducation ouverte de SPARC. Donc, merci, Madame Brunet, d'avoir accepté notre invitation et puis à venir causer REL avec nous. Je vous invite maintenant à prendre la parole. On a très hâte de vous entendre. Je vous remercie beaucoup. Je vais mettre dans le clavardage le lien à mes diapos parce que j'ai beaucoup de liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc, voici le lien dans le clavardage. Donc, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Je vais aussi maintenant partager mon écran. Donc, vous devriez voir ma présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des ressources éducatives libres à l'Université d'Ottawa. Donc, juste un petit rappel au cas où il y a des gens qui ne savent pas trop c'est quoi des REL. Donc, en gros, ce sont des ressources d'apprentissage et d'enseignement qui sont disponibles gratuitement et qui sont libres des restrictions de droits d'auteur habituels, donc qui permettent de les retenir, de les sauvegarder, de les réutiliser, de les réviser, de les remixer et de les redistribuer, les fameux 5 R. Et ce matériel-là va souvent être sous une licence Creative Commons pour justement indiquer ce niveau d'ouverture. Donc, je vais commencer par vous parler de la situation des REL à l'Université d'Ottawa comme telle, donc le contexte institutionnel. Donc, tout d'abord, l'Université d'Ottawa est membre d'eCampus Ontario. eCampus Ontario, c'est un organisme à but non lucratif qui est financé par le gouvernement de l'Ontario et qui dirige un consortium d'une quarantaine d'institutions postsecondaires en Ontario. Donc, entre autres, en termes de soutien, on parle de financement pour la création de REL et aussi d'autres projets numériques, mais aussi eCampus Ontario a une bibliothèque libre, c'est-à-dire un dépôt qui regroupe présentement près de 600 REL. Les membres d'eCampus Ontario ont aussi accès à la plateforme d'édition numérique Pressbooks et aussi au logiciel H5P pour la création d'activités interactives. Donc, à l'Université d'Ottawa, on bénéficie de beaucoup des services d'eCampus Ontario. Aussi, en termes du plan stratégique de l'université, dans son plan stratégique le plus récent, Transformation 2030, l'université s'engage à justement soutenir les REL, mais il y a 2 objectifs en particulier que j'aimerais mentionner. C'est promouvoir et récompenser la création de ressources didactiques abordables. Et l'autre, c'est développer des ressources éducatives libres en français. Parce que probablement, comme vous le savez déjà, il y a quand même beaucoup de ressources éducatives libres en anglais, mais vraiment pas autant en français. Donc, aussi en termes du contexte institutionnel, à l'Université d'Ottawa, depuis, ça a été lancé durant plus au début de la pandémie, mais il y a un projet, ça s'appelle la collaboration pour des projets en ligne au CLP. C'est une initiative de l'Université d'Ottawa et de l'Université Carleton, et c'est pour encourager les professeurs à développer des modules et des cours ou des cours en ligne qui peuvent être partagés, adaptés et réutilisés. Donc, sous une licence Creative Commons. Ce qui est intéressant dans la façon dont le projet a été présenté, c'est qu'on n'utilise pas l'expression REL nulle part, mais techniquement, on encourage la création de REL. Donc, il y a eu 2 concours jusqu'à maintenant, un à l'automne 2020, un cet hiver, et il va possiblement en avoir un 3e. L'idée, c'est que 2 professeurs, comme un de chaque institution, fait demande pour obtenir 8 000 $ pour un projet. Puis, le projet, la ressource qui va être développée peut être utilisée dans les cours, dans les 2 universités et
et au-delà. Jusqu'à maintenant, il y a 54 cours qui ont reçu, ou 54 projets qui ont reçu cette subvention. Donc, il y a déjà un encouragement à créer du matériel d'enseignement et d'apprentissage qui est ouvert. Enfin, aussi au niveau institutionnel, il y a un groupe de travail sur le matériel pédagogique libre et abordable qui a été créé en l'automne 2019, qui est parrainé par la bibliothécaire en chef, la vice-provost affaires académiques et le vice-recteur associé aux affaires étudiantes. Les activités du groupe de travail se sont terminées il n'y a pas tellement longtemps et maintenant, il y a un rapport et des recommandations qui ont été déposées en janvier, dont je vais vous parler un peu plus sur la prochaine diapo. Donc, les recommandations sont dans quatre groupes. Donc, un, c'est de faire connaître les REL et l'éducation ouverte. Et ça comprend, par exemple, offrir plus de formation et possiblement aussi créer un certificat en éducation ouverte pour tous ceux et celles à l'Université d'Ottawa qui ont une charge d'enseignement quelconque ou qui offrent la formation. Aussi, un autre groupe de recommandations, c'est autour de soutenir l'utilisation de REL existantes, donc aider à la découverte de qu'est-ce qui existe, aussi à l'accès, mais aussi à la mise à jour des REL qui existent, parce que souvent, on crée quelque chose, mais il va falloir l'adapter, le mettre à jour, et souvent, il n'y a pas énormément de soutien de ce côté-là, et aussi à l'adaptation de qu'est-ce qui existe déjà. L'autre groupe de recommandations, c'est autour d'encourager la création de REL par les professeurs. Donc, par le biais, par exemple, de subventions, en s'assurant qu'on ait l'infrastructure nécessaire pour soutenir les professeurs et aussi pour héberger leur REL, mais aussi la création de postes en éducation ouverte. Et enfin, le dernier groupe de recommandations, c'est autour d'encourager l'utilisation d'alternatives abordables. Donc, on ne parle pas juste de REL, mais aussi d'encourager l'utilisation du service de réserve de cours de la bibliothèque, c'est-à-dire vraiment plus utiliser les ressources qu'on a déjà à la bibliothèque et pour lesquelles on a déjà payé. Et une autre, c'est de identifier les cours sans coût additionnel dans l'horaire de cours de l'université. En anglais, ça s'appelle course marking. C'est l'idée de mettre l'accent, de pouvoir permettre aux étudiants de voir avant qu'ils s'inscrivent s'il y a des coûts additionnels en termes de matériel pédagogique pour le cours. Et s'il n'y en a pas, de vraiment l'indiquer. Et c'est aussi une façon de promouvoir les cours et de reconnaître l'effort des professeurs qui s'engagent, dans le fond, à utiliser du matériel gratuit ou abordable. Donc, ce sont des liens que vous pouvez suivre vous-même, mais voici quelques exemples de REL en français à l'Université d'Ottawa. Donc, il y en a plusieurs qui ont été créés durant la pandémie. Donc, par exemple, enseigner en ligne par le jeu, enseignement à distance, ces deux-là se sont nés du besoin de passer à l'enseignement en ligne. Et en fait, la plupart des REL qui sont créés à l'Université d'Ottawa sont créés en anglais et en français. Donc, on s'assure qu'il y ait les deux versions. Donc, je vous invite à aller visiter ça plus tard. Donc, ça m'amène maintenant à vous parler des REL à la bibliothèque comme telle. Donc, en termes d'initiatives et de services, depuis janvier 2018, on a des campagnes de misère des manuels. C'est comme ça qu'on l'a traduit en anglais, Textbook Broke. L'idée vraiment, c'était de pouvoir recueillir chez les étudiants et les étudiantes en fait, donc c'est qu'est-ce qu'ils déclarent, mais combien ils ont dépensé sur les manuels de cours et autres matériels pédagogiques à chaque trimestre.
Donc, avant la pandémie, on avait des affiches dans nos différents endroits de la bibliothèque où les étudiants pouvaient juste mettre un post-it et dire « j'ai dépensé tel montant ». Et aussi, on a reçu plein d'autres commentaires au-delà du montant d'argent. C'était super intéressant, mais l'idée vraiment, c'était de pouvoir établir une base pour savoir, combien on peut promouvoir les REL, mais aussi, ça fait une différence de pouvoir faire le contraste avec à quel point ou quel est le montant d'argent que les étudiants dépensent. Donc, ça, c'est les campagnes qu'on fait depuis 2018. On a aussi la semaine de l'éducation ouverte qu'on célèbre depuis 2019 avec diverses activités. Cette année, on les a fait exclusivement en ligne. On a aussi la subvention REL de la bibliothèque. Donc, c'est depuis 2020. La première année, on a offert un total de presque 15 000 $ donc pour 3 projets. Donc, 5 000 $ chacun. On vient tout juste de décerner 4 subventions pour cette année, pour 2021. Donc, près de 20 000 $. On espère pouvoir continuer à le faire dans les prochaines années. On offre aussi de la formation au sujet des REL par le biais du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa. Donc, par exemple, c'est au sujet des REL comme telles, que sont-elles et comment les trouver, le droit d'auteur, les licences Creative Commons, l'utilisation de ou la publication numérique avec Pressbooks et la création et l'intégration d'objets d'apprentissage interactif avec H5P. Aussi, en termes de services à la bibliothèque, ce qu'on offre, c'est de l'aide à la recherche pour trouver des REL, mais aussi pour indexer les REL qui existent déjà. Donc, moi, par exemple, lorsqu'un prof m'approche pour me demander ou j'apprends qu'ils ont créé une REL, je leur offre de pouvoir l'indexer dans 3 endroits, dans Merlot, dans OER Commons et la Bibliothèque libre d'eCampus Ontario pour que ce soit plus facile de découvrir leur REL. Aussi, on développe des outils et des guides au sujet des REL. Donc, on a une page web. Présentement, je travaille sur un guide par discipline sur les REL. Et aussi, la bibliothèque a maintenant son propre plan stratégique, qui bien sûr s'inspire du plan stratégique de l'université comme tel. Et un des objectifs, c'est d'accroître les possibilités de participation au mouvement de l'érudition ouverte, et on croit sincèrement que l'éducation ouverte et les REL font partie de l'érudition ouverte. Donc, c'est une de nos priorités. En termes de défis et d'opportunités à l'Université d'Ottawa quand on parle des REL. Donc, les défis, je pense que probablement que ce ne sera pas une surprise. Il y a peu de REL en français, comparativement à ce qui est disponible en anglais. Et dans le contexte d'université bilingue comme l'Université d'Ottawa, c'est un risque. Parce que si on n'essaie pas de combler jusqu'à un certain point le manque de REL en français, le risque, c'est que ça devienne plus avantageux d'étudier en anglais, dans les cours en anglais où les REL sont utilisés. Donc, c'est une préoccupation importante. Puis, il y a un exemple, en fait, que je peux vous présenter dans cours de mathématiques, introduction à l'algèbre linéaire. Le cours en anglais, présentement, utilise un manuel gratuit, mais les étudiants du cours en français doivent acheter un livre commercial qui se vend à 120 $. Donc, puis un des projets qui a reçu une subvention REL cette année, c'est justement pour s'assurer que le cours en français est une ressource gratuite et ouverte. Mais aussi, en termes de défis, c'est que quand on parle de REL en français, jusqu'à un certain point, c'est plus qu'une question de simple traduction. Parce que parfois, on oublie que, on va prendre une REL en anglais, on va la traduire, mais il y a aussi une question de culture. Il y a aussi une question de est-ce que les exemples sont pertinents? Donc, traduire n'est pas nécessairement suffisant. Donc, il y a d'autres adaptations à apporter à une REL qui existe déjà dans une autre langue, par exemple. En termes de vocabulaire, ici, je veux dire, quand on parle de REL, surtout dans le milieu des bibliothèques, on finit par savoir de quoi on parle et on utilise le terme, mais on oublie que
souvent les professeurs ne savent pas de quoi on parle et que c'est pas qu'ils connaissent pas l'idée d'une ressource gratuite ou même ouverte, c'est qu'ils les appellent pas nécessairement des REL. Donc, dans nos conversations avec les professeurs, il faut aussi se rappeler de ça. Puis que les profs, souvent, créent déjà des modules gratuits où ils partagent déjà le matériel pédagogique qu'ils ont créé, c'est juste qu'ils ne les appellent pas des REL. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a des professeurs qui confondent aussi ce qui est gratuit qu'est-ce qui est libre, et aussi que le domaine public, c'est tout ce qui est sur Internet, mais c'est pas le cas. Donc, il y a aussi ces choses-là sur lesquelles il faut continuer à travailler. Ce qui m'amène aussi à la propriété intellectuelle parce que des fois, il y a l'impression que une licence Creative Commons, ça vient remplacer le droit d'auteur. C'est pas le cas. Donc, c'est continuer à sensibiliser et à éduquer les professeurs aux licences Creative Commons, que ça veut pas dire que si on met une licence Creative Commons sur son œuvre, qu'on perd sa propriété intellectuelle. C'est pas ça que ça veut dire. Et que on ne peut pas mettre une licence Creative Commons sur l'œuvre de quelqu'un d'autre dont on ne possède pas le droit d'auteur. Donc ça, ce sont tous des défis qui surviennent régulièrement dans mes efforts de sensibilisation au sujet du droit d'auteur et des REL. Mais un autre défi aussi, c'est le manque de temps pour les professeurs, le manque de fonds, le manque d'opportunités de dégrèvement, de pouvoir se concentrer sur la création d'une REL et aussi de reconnaissance. Donc, c'est pas ça prend d'autres incitatifs. Si un professeur ne peut pas vraiment mentionner qu'il ou elle a créé une REL, puis que ça compte pour une promotion ou pour sa permanence, ça décourage déjà beaucoup de gens à s'investir là-dedans. Puis ça, c'est pas juste à l'Université d'Ottawa, c'est pas mal partout. Puis enfin, le dernier défi, c'est que présentement, on n'a pas de poste dédié au REL et à l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa. C'est quelque chose qu'on demande. Mais présentement, on a les gens qui travaillent dans le domaine des REL, comme moi, c'est par intérêt ou qu'on a une expertise qui est reliée au REL, mais ça ne fait pas vraiment partie de notre description de poste. Mais il y a aussi des opportunités. Puis ça, ça va être ma dernière diapo. Je suis certaine que vous avez déjà entendu ça quelque part, et surtout pour le marché francophone à l'extérieur du Québec, on va dire on peut pas publier ça, c'est bien trop limité comme marché, il n'y a pas personne qui va acheter ça, ça vaut pas la peine d'investir. Donc, il n'y aura pas de manuel commercial, par exemple. Et ou l'autre, c'est que le sujet est bien trop spécifique ou spécialisé. Encore une fois, le marché est trop limité. Dans le fond, les REL, c'est une solution à ça. Une REL, ça ne veut pas dire que c'est pas de la même qualité qu'un manuel commercial. L'idée d'avoir une évaluation par les pairs peut se faire quand même. Mais on n'est pas à la merci du marché commercial pour pouvoir, et on peut créer des ressources qui vraiment viennent répondre aux besoins des étudiants dans les cours dans lesquels on enseigne. Donc moi, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Mais aussi dans le contexte, surtout à l'Université d'Ottawa, comme je dis, on est une université bilingue, c'est aussi l'opportunité d'égaliser l'accès aux REL en français. C'est aussi une opportunité de publier, de rendre disponible du matériel sur des sujets ou avec des perspectives qui sont sous-représentées, et encore une fois que peut-être le marché commercial voudrait pas prendre une chance là-dessus. Et enfin, c'est une opportunité de cultiver les relations entre francophones au Canada, avec le Québec. Puis un exemple, c'est, parce que c'était mentionné dans ma biographie, le groupe de travail sur l'éducation ouverte de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Il y a un sous-groupe sur les REL en français que je dirige. Puis on a eu un appel communautaire, je pense qu'il y a des gens sur l'appel qui étaient là, un appel communautaire le 17 février. Si vous n'étiez pas là, puis que ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé, je vais ajouter le lien dans le clavardage pour que vous puissiez aller voir les notes communautaires, si ça vous intéresse. On espère en faire un autre bientôt.
Donc, soyez à l'affût de tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup et c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Alors, juste avant qu'on arrête l'enregistrement, je vais indiquer pour ceux qui vont le regarder en décalé que nous aurons dans 2 semaines Benoît Éperon de HEC Genève qui viendra participer à notre conférence. Donc, si vous avez vu la conférence en décalé, retrouvez-nous dans 2 semaines pour ça. Et sinon, maintenant, Emmanuel, tu peux arrêter